Place au débat critique. 2 chroniqueurs, 2 livres, 2 essais aujourd'hui sur le pouvoir des mots, de la littérature et sur le pouvoir d'un mot, le concept de classe. Et nous accueillons pour en parler Sarah Almatari. Bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2 et co-rédactrice en chef de La vie des idées. Face à vous, Pierre Benetti. Bonjour. Bonjour. Co-directeur éditorial du journal en ligne En attendant Nado. Bienvenue à tous et à toutes dans les Midis de Culture. Et on commence avec l'essai d'Étienne Pénissa dans l'excellente collection Le mot est faible des éditions Anamosa. Et le mot en question est classe. Historiquement, le mot est fort. Il est associé depuis le XIXe siècle à un projet de remise en cause radicale de l'ordre social. Des dominés l'ont utilisé pour lutter contre leur exploitation, leur domination ou leur invisibilisation. Aux 4 coins du monde, il a appuyé la formation des mouvements ouvriers et avec eux, des grandes luttes et conquêtes sociales qui ont jalonné l'histoire des 19e et 20e siècles. Loin d'être faible, le mot classe a marqué l'histoire, notamment après la Seconde Guerre mondiale et l'émergence de la classe ouvrière, accompagnée des syndicats et du PC. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Le sociologue Étienne Pénissa fait ici le point dans ce court essai d'une centaine de pages. Concept affaibli, dilué, on ne parle plus d'une classe unifiée, mobilisée, mais de classe au pluriel, populaire, supérieure, dominante, récupérée par l'extrême droite. Comment alors réinvestir la classe comme un véritable outil d'émancipation politique? Est-ce que vous avez été convaincue, Sarah Almatari? Oui, j'ai été en partie convaincue. C'est un livre que j'ai trouvé très utile à tous, en particulier à ceux qui croiraient que la lutte des classes n'existe plus. Et pourtant, Nicolas, fini, ouais. Elle n'est pas morte. Étienne Pénissa montre que la classe, loin d'être un dogme statique associé à la vision communiste du monde, est en mouvement. Et par là, il s'inscrit dans le geste éditorial d'Anamosa, un mot amérindien qui signifie « tu marches avec moi ». C'est le nom des éditions, hein, c'est ça? Oui, la maison d'édition, qui est une maison d'édition indépendante, qui ne fabrique que des beaux objets, on peut le dire, et notamment des petits formats qui sont les plus ouvertement militants. Et cette collection, Le mot est faible, qui a été créée en 2019, propose déjà une vingtaine de volumes oblongs, noir et blanc, à la typographie expressive, avec un rabat couleur. Et évidemment, Géraldine, je vous le donne en 1000, le rabat ici est rouge. Ces livres envisagent le langage comme une matière historique et vivante. Classe propose de lutter contre la relégation, l'affaiblissement de ce mot, de cette catégorie qui recouvre encore une réalité et, selon l'auteur, qui la recouvre de plus en plus. Étienne Pénissa s'intéresse aux usages et aux représentations du mot classe dans le discours social en général, avec une attention particulière pour le discours politique, celui des organisations et de l'État, et le discours savant, notamment dans les sciences sociales. Il se penche aussi sur les avatars et autres réincarnations de la classe. En archipel, puisque parler de classe, au singulier ou en pluriel, c'est parler du patron, supposément remplacé par l'entrepreneur, de l'usine, supplantée par l'entreprise, évolution qui désidéologise et finissent par déconflictualiser les visions du monde social. Donc cette présentation chronologique, historique du terme classe, moi c'est une chose qui m'a passionnée dans ce texte d'Étienne Pénissa, mais est-ce que c'est suffisant, Pierre Benetti, pour faire peut-être ce réinvestissement de cette notion comme il le souhaite? D'abord, c'est une très bonne boîte à outils. Il faut dire, ça marche très très bien, c'est très efficace pour se remettre un peu à niveau sur la longue histoire du concept de classe. Bon, dans un cas très franco-français, il faut dire, c'est vraiment une configuration centrée sur la France. On pourra y revenir. Il y a une petite mention quand même de l'Angleterre avec de Thompson, la première d'Edward apparition. Thompson. Mais quand même, c'est un livre qui se concentre sur la situation française. Alors l'approche chronologique, disons, elle va de la fin du XVIIIe siècle, de la Révolution française à l'intersectionnalité aujourd'hui. Elle est utile pour se replacer dans la longue durée de la classe. En revanche, moi j'ai trouvé que peut-être ça aurait été utile de repartir d'aujourd'hui et de questionner l'usage de classe aujourd'hui et de peut-être en faire une généalogie et de repartir en arrière. Et limite peut-être, je me suis demandé quand même d'où vient cette idée qui lance un peu le livre, il a été fait pour ça. Dès la première page, je me suis demandé depuis quand dit-on que la classe a disparu. Comment en est-on arrivé là? C'est peut-être et du coup, vous n'avez pas trouvé de réponse dans cette Ah, histoire. Si, il y a un très bon chapitre
Le meilleur chapitre, à mon sens, du livre, c'est le livre qui questionne justement les années, disons le tournant des années 70-80. Ça s'appelle Défaite de la classe. Avec un comme épisode chapitre. extrêmement intéressant, c'est les luttes des travailleurs étrangers entre 82 et 84 au moment du tournant de la rigueur sous Mitterrand. Et c'est le moment où justement ce concept de classe, il commence à défaillir. Donc sur la question de la chronologie, je me suis demandé si finalement c'était pas un prédicat de l'enquête de partir du principe qu'on n'utilisait plus le mot classe. Il se trouve que il le montre plutôt bien à la fin du livre. Ce concept est toujours opérant. Sarah Al-Matari, vous aussi, cette manière de procéder chronologiquement, ça vous a à la fois passionné, en même temps, vous avez vu les limites peut-être de cette entreprise? Ça m'a pas gênée, à vrai dire. Je suis d'accord avec Pierre sur le fait que le livre est très franco-centré, mais ça, Étienne Pénissa s'en justifie et fort bien. Il situe l'âge d'or de la classe entre 45 et 60, 1945 et 1960, et il parle essentiellement de la France, du rôle du Parti communiste français, etc. Mais pas que. Il a de bonnes références anglo-saxonnes, on l'a dit tout à l'heure. Il cite E.P. Thompson, il travaille beaucoup aussi avec Webb Du Bois sur les États-Unis. Il évoque la revendication d'égalité des sexes lors d'une grève à New York en 1970. Bien sûr, il ne peut pas se faire l'économie de Richard Hogarth sur l'Angleterre. Et d'ailleurs, intéressant, il note que l'anglais working class est plus large que notre classe ouvrière et que middle class désigne d'abord en Grande-Bretagne une bourgeoisie aux contours flous. Là aussi, où il a un ancrage anglo-saxon qui me semble hyper intéressant, c'est qu'il montre en fait, ce livre, c'est pas un livre sur la classe simplement, c'est un livre sur sexe, classe, race pour moi. Et sur l'usage dans les luttes d'aujourd'hui et dans les sciences sociales de la catégorie de classe finalement. Ça peut parler à la fois à des militants politiques et disons à des chercheurs et puis plus simplement à un public qui s'intéresse à nous-mêmes. Quand est-ce qu'on utilise le terme de classe? On parle de classe populaire aujourd'hui, d'ailleurs c'est un terme qui questionne aussi. De ce point de vue-là, le livre est très actuel et je dirais même qu'il est actualisable, mais ça reste un livre de sciences sociales, ce qui à la fois, je trouve, une force et une faiblesse. J'en dirais peut-être un mot. Ah ben non, mais dites-le nous maintenant. Tout à l'heure. Oh ben non, c'est dommage de le dire tout de suite. Mon seul regret, je vais le dire du coup. Mon principal regret, c'est que dans cette collection, le mot est faible d'Anna Mosa n'interviennent pas plus de linguistes. Je crois que Cécile Canu est la seule linguiste de formation à ce jour à avoir proposé un terme et ses langues. Classe d'Étienne Pénissa, c'est le livre d'un sociologue qui s'intéresse à cette catégorie, la classe, qui est aussi un outil de classement. Et lui, il a beaucoup travaillé sur ça. L'étymologie lui importe moins. Les origines latines, pourtant, du mot classe, je les rappelle, Calare, appelé, convoqué, aurait été intéressante parce qu'elle explique que dans l'Antiquité, on ait fait un usage militaire et politique du mot classe. Le mot classe, à l'époque, désignait les citoyens répartis en catégories suivant le sens avec un C à l'initiale. Et ça me semble intéressant parce que, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, encore, les conscrits qui étaient appelés sous les drapeaux l'étaient par classe. Vous vous souvenez, Géraldine, de ce poème d'Aragon, évidemment, classe 17, publié en 1956, une année où le Parti communiste est en bien mauvaise posture. Eh bien, pour Aragon, conscription et inscription au PC résonnaient peut-être. Je me pose la question. Quid aussi, et là on est vraiment dans des usages très très courants, mais moi ça m'intéresse, de l'acception religieuse. Chez les catholiques, par exemple, on parlait de classe d'un mariage ou d'un enterrement, mariage de première classe, enterrement de première classe. Et cet usage, aujourd'hui, il a été appliqué au transport. Qui d'entre nous ne voyage qu'en première classe? Oui, donc finalement, vous soulignez, Sarah Al-Matari, ça s'appelle une collection qui s'appelle Le mot est faible, et on a peu, en fait, de réflexion sur le mot en tant que tel, et même la perspective historique semble un petit peu péchée, puisqu'on commence à la fin du 19e siècle pour aller jusqu'à aujourd'hui, mais on ne prend pas en compte, par exemple, ces étymologies, cet ancrage. Si, c'est le cas. C'est le cas dans certains volumes. Mais pas dans celui-ci. Là, je parle de classe. Un peu moins. C'est un livre qui est assez militant et c'est le livre d'un chercheur en sciences sociales. C'est un livre tout petit, très court. C'est une centaine de pages. Ça, c'est le principe de la collection aussi. Oui, mais il y a un contexte quand même éditorial depuis quelques années en France où des éditeurs proposent quand même des formats courts qui permettent à des chercheurs un petit peu catalogués comme auteurs de travaux trop lourds, trop complexes. Par exemple, Étienne Pénissa, il a été le co-auteur d'un livre paru chez Agon en 2017 qui proposait un tableau des inégalités à travers l'idée de classe en Europe. Ça s'appelle les classes sociales en Europe, tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent. Entre ce tableau général et le petit livre qu'on peut garder dans la poche, il y a
il y a une différence. Donc, par exemple, on peut citer la collection Trax chez Gallimard, la collection Libelle au Seuil. Et il y a vraiment une question sur ce qu'on peut dire ou pas, quelles sont les limites de ce format pour entrer vraiment en complexité d'un concept extrêmement problématique. Alors moi, d'un autre côté, il y a eu un autre risque, mais je trouve que Étienne Pénissa s'en tire assez bien. L'autre risque du livre, donc outre ne pas entrer un peu dans la complexité, c'est d'en rester un peu à une approche des représentations, des discours, de ce qu'on dit, alors sans trop savoir qui est le on. En fait. Voilà. Que ce soit l'extrême droite, par exemple, ou la gauche. Voilà, et classe, le terme de classe, c'est un moyen de représentation des antagonismes. D'accord. Mais qu'en est-il donc dans les pratiques? Comment la catégorie, elle est mobilisée par les acteurs en situation? En particulier à des moments de crise. Par exemple, c'est étonnant de voir ce livre paraître juste après la mobilisation des retraites, où il y a vraiment une question de la place des syndicats, du rassemblement, éventuellement d'un renouveau de la classe ouvrière. Et en même temps, il paraît aussi après des révoltes du mois de juin, où ça m'aurait intéressé d'avoir un petit peu le regard d'Étienne Pénissa, mais évidemment, le livre était déjà prêt. Sarah Al-Matari. Oui, moi, je dirais que ce livre, c'est un aiguillon. Il n'y a pas de note de bas de page, c'est volontaire, ça fait partie du format. Et on sait que ça vous tient à cœur, les notes de bas de page. J'aime ça. Je dirais pas que ça m'a manqué, mais ce qui est bien, c'est que, bon, d'abord, et ça, je sais que Pierre l'avait noté aussi, l'auteur paie ses dettes, et c'est très important, et notamment, il mentionne beaucoup de collègues femmes qui travaillent sur la question du genre. On voit qu'il a le souci de ne pas les invisibiliser, et évidemment, on lui en est reconnaissant. Il y a une bibliographie en fin d'ouvrage qui permet de prolonger, et je dirais que ce livre, en fait, c'est aussi une sorte de démonstration de méthode. Et ça m'a plu. Dans la construction du livre, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que, en gros, je vous le disais tout à l'heure, c'est un livre sur sexe, classe, race, mais le mot d'intersectionnalité n'est prononcé qu'in fine, en conclusion. En fait, on le sent monter. Et on se dit, mais pourquoi il ne nous dit pas, il ne lâche pas ce terme d'intersectionnalité? Je me suis posé la même question, Géraldine. Non pas que le mot d'intersectionnalité serait tabou, parce que les anti-woke le désapprouvent, mais parce que la pédagogie d'Étienne Pénissa démontre avant d'étiqueter. Oui. C'est une fois que le lecteur ou la lectrice a adhéré à la démonstration, qu'on leur révèle un peu sur le mode « ça vous a plu ?» Eh bien, c'est la méthode intersectionnelle. Et donc, la méthode intersectionnelle, pour quand même rappeler aux auditeurs et auditrices, c'est le fait en sciences sociales de faire croiser la classe, le genre et la race. Et souvent, on a exclu ces trois catégories. Les théories intersectionnelles proposent de les recroiser. Et Étienne Pénissa dit que pour réinvestir le concept de classe, il faut nécessairement passer par le genre et la race, qui paraît extrêmement intéressant, mais là aussi peut-être écueil du format un peu court. On se demande comment. C'est-à-dire comment on peut le réactualiser. Oui, c'est plutôt un appel à articuler de manière posée, calme, différents outils, et donc de sortir d'une opposition un peu stérile entre ceux qui rappellent systématiquement qu'il y aurait d'abord le concept de classe, et en particulier de classe ouvrière ou de classe populaire, et en face d'autres catégories qui nous viendraient par exemple des États-Unis. Là, je trouve que le livre est extrêmement efficace, dans sa démonstration, parce que c'est très clair. Même moi, ça m'a permis de me remettre un petit peu dans la construction des propos, des discours, des représentations et des luttes sociales. Et puis il est assez efficace à la toute fin pour un petit peu apaiser le débat et dire que y a des nouvelles classes aujourd'hui. On peut même peut-être mettre le pluriel, et que les femmes, Étienne Pénissa, il est un petit peu prudent justement sur le pluriel. Il dit que le pluriel, on parle de classe populaire, de classe dominante, vient affaiblir le terme et qu'il faudrait la reconstruction d'une vraie classe. Là où il est efficace quand même, tout à l'heure je disais que ça serait bien d'aller plus loin, mais le format ne s'y prête pas, dans aller plus loin que les représentations et les discours. Là où il est assez efficace, c'est quand il questionne l'utilisation, disons, de la critique de classe, donc se demander qui a critiqué le concept de classe, qui n'en veut plus, et notamment quand il montre comment l'État s'en empare ou le délaisse. Ça, c'est très très important, parce que finalement, ne pas utiliser le concept fait que ça va jouer sur la situation sociale réelle. Sarah Al-Matari, pour finir. Je suis absolument d'accord avec Pierre. C'est une chose qui m'a intéressée dans la construction du livre, la place de l'État. En gros, il y a un avant et un après l'État. Dès que l'État se penche sur la question sociale, à la fin du 19e siècle, il administre et il nationalise les relations entre les classes, et il va s'approprier le lexique de classe dans les années 1950-1960, avant de lui préférer un autre vocabulaire. Et c'est le pluriel là qui domine. Les exclus, les chômeurs, les jeunes des banlieues, les pauvres. Voilà, les pauvres, les assistés. Et là, il y a une forme de dilution, un vocabulaire qui atomise et qui évidemment complique les résistances collectives.
Eh oui, moi-même je sais. Classe, donc d'Étienne Pétissa, c'est aux chanson éditions préférée. Anna Moza dans la collection Le mot est faible. On poursuit avec, et maintenant on embarque même, et c'est le cas de le dire, avec la littérature embarquée de Justine Hupp, édition Amsterdam. Un peu brutalement, l'on pourrait dire qu'une économie qui tire largement profit du secteur culturel, voire qui tend à enrichir la valeur de ses produits en les nimbant d'une aura de prestige artistique ou littéraire, rebat les cartes de la grandeur sociale et de l'autonomie dont les écrivains et écrivaines se sont longtemps prévalus. D'où vient ce mythe persistant selon lequel la littérature serait révolutionnaire, que l'artiste engagé aurait le pouvoir d'ouvrir les yeux au lecteur aliéné, que l'écrivain serait cet individu surplombant, échappant aux conditions politiques, sociales, matérielles de production? Dans cet essai exigeant, Justine Hupp casse le mythe et nous rappelle que la littérature, selon le mot du philosophe Pascal, est embarquée, jamais au-dessus, jamais à part. De là à signer son impuissance, eh bien c'est l'enjeu. Est-ce que vous avez embarqué pour ce voyage, Pierre Benetti? Oui, quand même. Je dis quand même parce que c'est un livre... Non, Vous commencez bien. Je blague. Allez-y. Je dis quand même parce que c'est quand même un livre de théorie littéraire, C'est critique. exigeant. Oui, c'est exigeant. Ça ne veut pas dire que c'est ennuyeux. Non, mais... Il y a une vraie force dans ce livre qui va s'intéresser, disons, à un ensemble de textes français. Là, encore une fois, c'est un livre qui se concentre sur la situation française. C'est assez parlant. Donc, des textes, disons, pas, on va dire, pas au centre de l'attention médiatique. On peut penser au livre d'Olivier Cadiot, au livre d'Olivia Rosenthal, Il y a Nathalie Quintal aussi, qui est beaucoup donc citée. des auteurs et des autrices qui écrivent en français, mais qui écrivent des sortes de dispositifs, qui créent des dispositifs critiques, qui mènent des opérations critiques, à la fois sur le réel social, sur l'histoire, sur même les catégories dont on a parlé tout à l'heure, mais surtout même sur l'acte d'écrire. Alors ça, c'est très intéressant puisqu'elle soulève, Justine Hupp, des auteurs, elle nous les montre bien, je trouve, même si elle refuse de faire du commentaire de texte. Et ce qui marche assez bien, c'est qu'elle va déplier les approches critiques qui ont eu lieu, donc les approches un petit peu de nos propres professions, de la part des universitaires ou des journalistes, qui ont eu lieu ces 20 dernières années pour penser l'acte de la littérature. Et il y a une sorte de... Alors je dois dire que c'est un livre assez réjouissant parce qu'il démine même des choses que nous on a pu écrire ou penser. Il démine... Alors vraiment c'est un travail de sape de plein de présupposés, par exemple le retour au réel, à travers le paradigme de l'enquête, par exemple, quand on entend parler de ça depuis pas mal d'années. Elle montre quand même qu'il y a tout un refoulement de la part de la littérature contemporaine à accepter de voir les conditions dans lesquelles elle se crée. En gros, elle nous propose de voir les écrivains comme ce que disait Walter Benjamin, des producteurs. C'est-à-dire ce sont des producteurs d'idées. Ils sont pas au-dessus de la masse. Ils sont pas au-dessus, ils sont pas à côté non plus des conditions de production et notamment du néolibéralisme d'aujourd'hui. Sarah Almatari. Oui, moi j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement courageux. Il faut dire que c'est la version romanienne d'une thèse. Et c'est une thèse qui attaque un préjugé, qui est un préjugé romantique, mais qui a été capté par les réactionnaires. Ce préjugé, vous l'avez rappelé, c'est le fait que l'art agirait sur le réel. Et que de ce fait, il se pourrait être dangereux. Et en fait, ce que fait Justine Hupp dans un double geste, c'est qu'elle balaie à la fois les croyances en la littérature avec un L majuscule sacralisant et en son pouvoir politique. Et elle dit deux choses. Elle dit, vu la place actuelle de la littérature sur le marché et dans l'espace médiatique, elle peut pas être subversive. Et la deuxième chose qu'elle dit qui est très forte, c'est désolé, l'art ne change pas la vie. Pierre a parlé de travail de sape, je dirais que c'est une véritable entreprise de déniaisement. Et il y a un exemple que j'ai adoré dans le livre, c'est cette actrice non professionnelle qui avoue, malgré ce que tout le monde veut entendre et lui faire dire, que le tournage de Ouistreham, l'adaptation cinématographique de l'enquête de Florence Aubenas, n'a rien changé à sa vie. Oui, ça c'est un passage assez fort, ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est assez réjouissant, je reprends votre terme, Pierre Benetti, de lire que la littérature ne peut rien. Et de la part de quelqu'un qui est une universitaire, qui travaille sur la littérature, qui baigne dedans, c'est quand même elle mine ses idoles. Oui, mais c'est réjouissant au sens où elle ne dit pas finalement il se passe rien dans la littérature. Elle va se défaire de représentations pour les réactiver, pour réactiver l'efficacité en fait de la littérature. D'après elle, la littérature
Alors, encore une fois, là, j'ai un petit peu des réserves parce qu'on monte très vite en généralité sur la littérature, alors qu'en fait, c'est un corpus assez réduit, assez restreint sur des auteurs on le rappelle, particuliers. Emmanuel Pierrer, Olivier Cadot, Hugues Jalon, encore Nathalie Quintane, ça reste un corpus très identifiable qui n'est pas au centre de l'attention médiatique forcément. C'est de donner un petit peu des outils pour voir qu'est-ce qu'on peut faire encore de cette idée en 2023. Comment on s'y prend, si on est écrivain, si on est lecteur aussi, comment on s'y repère. C'est-à-dire qu'elle montre que si la littérature peut encore avoir un rôle contestataire, eh bien, c'est si elle pense ses propres conditions de production. C'est vrai que ça a l'air évident comme ça, parce que par exemple, les sciences sociales le font tout le temps. On peut pas avancer dans les sciences sociales si on réfléchit pas un petit peu à sa démarche. En revanche, en littérature, c'est un peu un autre sujet. Sarah Al-Matari, vous aussi, ça vous a à la fois réjoui, mais aussi vous êtes resté sur une réserve quant à cette proposition, voilà, que les auteurs doivent aussi réfléchir à leurs conditions de production, ce qui semblerait une proposition assez évidente. Réfléchir dans le texte lui-même. Ouais. Oui, non, j'ai pas de réserve sur ça. C'est un livre de théorie littéraire qui croise des éléments de sociologie, de la condition précaire en fait de production et d'existence en fait des auteurs. Donc là, je suis absolument convaincue. Ce qui m'a réjoui dans le livre, je parlais tout à l'heure de double geste de contestation, c'est que non seulement en fait elle détruit la croyance en la littérature, mais au passage, elle conteste les catégories et les partages qui ont été dessinés par un certain nombre de chercheurs qui ont pignon sur rue. Dominique Viard, Marielle Massé, Alexandre Geffen, Laurent Demanze, pour ne livrer que quelques noms. Et alors, évidemment, elle a été formée à Liège, c'est la belle école liégeoise de sociocritique, en marge du système universitaire français. Et je trouve que c'est ça je pense que ça lui a offert la juste distance et la liberté nécessaire à une telle révolution. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une entreprise de sable, de désignement, si on veut, mais elle ne prive pas pour autant la littérature de sa performativité. En fait, elle nous montre que c'est la nature de la politisation de la littérature qui a changé. En gros, on est passé des grands modèles idéologiques indiquant que faire à un comment faire, ou pour reprendre les mots de l'écrivain Jean-Charles Massérat qu'elle cite, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et c'est ce qui m'a plu dans le bouquin, et c'est là où intervient la question de la sociologie des auteurs. Et par un mimétisme qui est hyper productif, Justine Hupp décrit comment aujourd'hui une certaine littérature reste efficace, mais elle reste efficace non à la manière du reflet, mais via le doute, via la friction, via la torsion, via le contournement, ce qu'elle appelle l'embarcation. Alors moi, ce que j'ai pas compris justement, et vous allez m'éclairer, c'est on a parlé de ce corpus d'auteurs et d'autrices, mais est-ce qu'elle rentre dans les textes? Est-ce qu'elle prend des exemples précis et surtout, qu'est-ce qu'on en retient ensuite si, par exemple, on lit cet essai et qu'on relit ensuite les auteurs et autrices dont elle parle? Pierre Benetti. C'est un problème du livre. Finalement, Justine Hupp, elle propose d'éviter le commentaire de texte. Je trouve qu'elle nous montre pas exactement comment ils fonctionnent ces textes, ces romans. Je pense aussi qu'il y a une question c'est une thèse qui a été resserrée en un livre, condensée, et parfois franchement il y a peut-être une trop grande densité dans chaque page. On s'y perd un petit peu dans toutes les références. Vous pensez que c'est le passage de la thèse à la forme qui a dû jouer là-dessus? Sans doute. Mais il a été vraiment réécrit, ce livre. Le risque, c'est d'enfermer peut-être le propos dans le commentaire de position critique sur la littérature, sans nous donner accès à cette littérature. D'autant que moi, j'aimerais remarquer que on est dans la rentrée littéraire, et c'est très intéressant que Justine Hupp s'intéresse à un corpus français ou francophone, puisque la France est précisément le pays, s'il y a un pays où la question quand même de la possibilité de la contestation littéraire se pose, c'est ici. Puisque en France, il y a énormément de subventions pour la littérature, le rôle de l'État est assez important, et il y a même un rite médiatique, culturel, qui s'appelle la rentrée littéraire. Donc finalement, je ne sais pas si tout est extrêmement conscientisé là-dedans. En lisant le livre et en lisant en parallèle des romans qui paraissent cette rentrée, j'ai réalisé que la conscientisation, disons, qu'elle met en valeur de la part de la littérature, elle est quand même faite aussi dans des romans, disons, qui ont des formes plus maniables, qui ne se veulent pas théoriques ou c'est critiques. Pas qu'un corpus restreint. Non, par exemple, tout à l'heure, Pierre Benetti, vous avez employé ce terme d'opération critique. C'est vrai qu'en fait, ça semble un petit peu flou comme manière de dire. C'est quoi des opérations critiques? Pourquoi tel auteur pourrait en avoir, pas d'autres? À quoi on les identifie? Ça, ce livre-là ne le dit pas. Elle l'identifie, il me semble, quand elle montre qu'il y a un effet de conscience.
quand les auteurs pas forcément se mettent en scène, mais montrent leur texte en train d'être produit. Voilà. On n'a pas parlé du concept d'être embarqué, d'embarcation. C'est assez intéressant parce que, disons, dans notre culture générale, on peut penser au pari de Pascal. Finalement, c'est le même fragment de Blaise Pascal. On est embarqué et il faut parier. C'est le même. Mais souvent, on retient le plus souvent le pari. Justine Hupp, elle va vers c'est quoi être embarqué. C'est ce concept-là qui lui permet de dire qu'il y a une littérature, peut-être qu'on pourrait appeler sans grands mots, une littérature impliquée, une littérature réflexive, consciente d'elle-même. En tout cas, pas engagée, parce que ça, c'est clair qu'elle en veut plus, ce terme. Oui. On pourrait peut-être parler aussi elle évoque les anthropologues qui sont impliqués dans leur terrain. C'est très intéressant comment il y a une espèce d'horizon, un espoir de la littérature d'être aussi impliquée dans le réel que l'est par exemple l'anthropologie. Sarah Almatari, vous aussi sur ce terme d'embarquer, parce que c'est vrai qu'on aurait pu partir de là aussi. On embarque dedans, est-ce que tout est embarqué, mais est-ce que l'embarcation permet justement de donner des clés sur ce comment faire? Alors 2 choses peut-être quand même sur le corpus. Elle s'intéresse essentiellement à l'avant-garde, ce qu'elle appelle la post-avant-garde. Un peu comme Jean-Marie Glaise parle de post-poésie, et c'est d'ailleurs autour de Jean-Marie Glaise que gravitent un certain nombre des auteurs qu'elle cite, mais elle cite aussi par exemple Pascal Quignard, très intéressant, le Pascal Quignard de la guerre des pauvres, qui n'est pas exactement à la même place dans le champ. Et ce qui l'intéresse chez ce Quignard-là, en fait, c'est que il parle des Gilets jaunes, mais de manière médiée, comme par analogie. Voilà. Alors, sur le franco-français aussi, pourquoi elle ne parle pas des Belges? C'est dommage. Il y a une avant-garde belge, on se demande pourquoi elle n'en parle pas. Et peut-être sur la notion de littérature embarquée, moi, mon seul regret, c'est qu'elle ait utilisé le mot d'embarcation et pas le mot d'embarquement. Alors qu'il me semblait que le mot d'embarquement là aussi est une beaucoup question plus... de mots. On sent que ça... Ah bah oui, mais moi, ça me travaille, évidemment. C'est beaucoup plus dynamique, en fait, pour justement décrire ce qu'elle appelle la conception adverbiale de l'action littéraire et de ses modalités. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. La littérature embarquée de Justine Hupp, c'est aux éditions Amsterdam. Merci Sarah Almatari. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2, co-rédactrice en chef de La Vie des idées. Pierre Benetti, merci aussi à vous. Je rappelle que vous êtes co-directeur éditorial du journal en ligne En attendant Nado. Pour connaître toutes les références, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture.